Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, M. Sébastien Morissette, vice-président des producteurs de pommes, nous parle de l'importance de l'autocueillette pour les producteurs, mais aussi du code de conduite pour respecter le verger. Michel Abourous, premier vice-président de la Légion, nous parle des 80 ans de la Légion royale canadienne à Otterburn Park. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois s'entretient avec Martin Leprohon, conseiller municipal à Saint-Basile-le-Grand, à la sortie d'un livre qui décortique l'engagement politique municipal. Lynne-Marie Mathieu nous rejoint en studio pour parler de l'histoire de Terry Fox et de la marche annuelle le 14 septembre prochain. TVR9 couvre le championnat canadien de karting Canadian Open avec le coureur automobile Bertrand Godin. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode du Régional. Bonne émission! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. À McMasterville, le maire Martin Dulac a annoncé qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat aux prochaines élections municipales. Après 11 années d'implication, dont 8 à la mairie, il souhaite désormais consacrer plus de temps à sa famille et à sa carrière professionnelle. Dans un message aux citoyens, M. Dulac a exprimé sa gratitude envers la population pour la confiance accordée au fil des ans, ainsi qu'à ses collègues au conseil municipal et au personnel de la ville pour leur engagement. Durant son mandat, il a piloté plusieurs projets structurants. Parmi eux, l'amélioration de la sécurité autour des écoles, des investissements majeurs dans les parcs municipaux, avec de nouveaux jeux, une piste à rouleau pour les sports sur roues, la réfection des terrains de tennis ainsi que l'installation de murs d'escalade. Il est également reconnu pour avoir guidé la réfection complète de la promenade des porteurs d'espoir, un lieu emblématique de la ville. En parallèle, il a soutenu la restauration écologique du parc du Ruisseau Bernard et accéléré les investissements en infrastructure tout en maintenant la saine gestion des finances publiques. Bien qu'il se retire de la vie politique active, Martin Dulac assure qu'il demeurera en poste jusqu'à la fin de son mandat afin d'assurer une transition harmonieuse pour les citoyens. À l'échelle régionale et nationale, rappelons qu'il a siégé à la Fédération québécoise des municipalités, à la Mutuelle des municipalités du Québec, ainsi qu'à divers comités de la MRC de la vallée du Richelieu. À Belleuil, maintenant, un nouveau candidat entre dans la course municipale dans le district 3, celui des Villas. Le parti Belleuil-C'est-Nous a annoncé que Xavier Lafleur briguera les suffrages à la suite du désistement de Carolina Oz pour des raisons personnelles. Originaire de Belleuil et résident du quartier depuis plus de 20 ans, Xavier Lafleur est diplômé en études internationales et complète une maîtrise en études de politique appliquée. Il dit vouloir mettre à profit son expertise en participation publique. Engagé dans la vie politique locale depuis la campagne de 2021, il affirme ne pas se reconnaître dans le leadership actuel et souhaite instaurer un véritable processus de participation citoyenne à Belleuil. Dans le district 3, il affrontera le conseiller sortant Karim-André Laz, qui sollicite un second mandat sur la bannière Osez Belleuil. Les élections municipales auront lieu le 2 novembre prochain. De nouvelles mesures sont prévues sur la route 116 entre Saint-Bruno-de-Montarville et Mont-Saint-Hilaire afin d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation. Elles font partie du deuxième plan d'action 2025-2028 dévoilé par le gouvernement du Québec et porté par un groupe regroupant une douzaine de partenaires, dont des municipalités, le MTMD et des sociétés de transport. Parmi les projets annoncés, améliorer l'accès aux arrêts d'autobus à Saint-Basile-le-Grand, installer des feux pour piétons à décompte numérique sur la rue du Vernet à Belleuil et créer une piste polyvalente ainsi qu'une voie réservée à Mont-Saint-Hilaire. Au cours des 3 dernières années, le comité avait déjà permis l'ajout de feux pour piétons, la réduction de la vitesse à Mont-Saint-Hilaire et l'installation d'un feu de circulation avec bouton d'appel à McMasterville. La ministre Geneviève Guilbeault se réjouit de cette transformation qui rend le corridor routier plus sécuritaire et convivial. Du côté des municipalités, la mairesse de Belleuil, Nadine Viault, parle d'actions concrètes pour protéger les citoyens. À Mont-Saint-Hilaire, le maire Marc-André Guertin déplore toutefois le report de certains travaux à l'an prochain
malgré des attentes élevées. Et à Saint-Basile-le-Grand, le maire Yves Lessard reconnaît les gains, mais estime que la circulation demeure problématique et que des solutions supplémentaires devront être mises en place. La suite des nouvelles dans la deuxième partie de l'émission. Sébastien Morissette est vice-président des producteurs de pommes du Québec. On le rejoint. Bonjour, Monsieur Morissette. Bon matin, M. Harvey. C'est l'automne, c'est le temps des pommes qui s'en vient. De votre côté, quels sont les derniers préparatifs que vous faites là, en prévision de la saison? Bien, on court pas mal. Dans le fond, les derniers préparatifs, on est en train de faucher les gazons pour éviter là, que les clients, les cueilleurs se mouillent les pieds quand ils viennent nous voir au verger. On est en train aussi d'étendre les boîtes là, pour être capable de préparer l'arrivée des cueilleurs. C'est ce OK, qu'on donc fait. vous êtes vraiment dans l'accueil des gens, là. Puis c'est justement ça avec quoi je voulais parler. La campagne Cueille ta pomme, là. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? Bien, dans le fond, c'est d'encourager l'économie locale, que ce soit quand on dit économie locale à un niveau où les consommateurs québécois vont manger des produits québécois. C'est sûr que si vous avez la chance d'aller en chercher près de chez vous, dans vos régions, directement au verger, c'est un plus pour notre industrie. C'est une façon de soutenir la production québécoise là, avec les contraintes qu'on a. Ça nous encourage beaucoup de vous voir chez nous. À quel point là, ça fait une différence pour vous que les gens viennent cueillir directement au verger? Ben, c'est vraiment là, un niveau j'allais dire des normes de réciprocité. Ben, c'est vraiment de venir encourager le produit là, qui est fait chez nous avec les normes qu'on a qui sont très élevées. Des fois, on a des coûts de production qui peuvent être plus élevés que les autres pommes qui viennent d'ailleurs dans le monde. Fait que c'est vraiment de soutenir là, l'économie locale là, à ce OK. niveau. Mais par rapport, par exemple, on achèterait des pommes du Québec à l'épicerie, là. Tu sais, est-ce qu'il va y avoir un avantage pour vous à vraiment que les gens viennent au verger? Ben dans le fond, nous autres, on veut vraiment que les Québécois achètent, tu sais, le cueille ta pomme, ça peut être aussi le cueille ta pomme à l'épicerie, là. C'est vraiment là, un produit québécois qu'on veut que les gens mettent de l'avant. OK. L'avantage d'aller la chercher au verger, ben, c'est le côté bucolique, c'est le côté un peu champêtre aussi de la chose. Un peu comme les gens vont aller visiter leur région durant le temps des sucres à l'automne, là. OK. Excusez, à l'hiver. Pour les gens qui sont jamais allés cueillir des pommes, là, comment ça fonctionne quand on se présente au verger? Ben, la plupart du temps, ben, il y a plusieurs sites à Montérégie. Les gens vont aller chercher un sac à l'entrée. On va les diriger vers les différentes variétés de pommes. C'est important d'aller chercher là, les variétés qui vous sont conseillées du moment parce que, elles sont à maturité. On sait que les pommes ils ont des maturités différentes, là. On a des pommes qui commencent à se cueillir à la mi-août, puis il y en a d'autres qui vont se cueillir jusqu'à la mi-septembre pour aller chercher le maximum de goût. On veut pas que la pomme goûte l'amidon, mais vraiment qu'elle ait sa saveur éclatante là, en bouche. Là, fait qu'on on suit les instructions et on respecte là, les emplacements que les producteurs ont pris soin toute l'année pour vous accueillir. Là. Fait que le gaspille il n'y a pas de gaspille dans les pommes. Ce qui n'est pas cueilli va être envoyé à la transformation. Fait que ne vous inquiétez pas, prenez ce que vous avez besoin, mais le reste, on demande toujours le maximum de respect. C'est quelles pommes qui sont prêtes plus tôt, là, par exemple, là, ça va être le début septembre, mais c'est quelles pommes qui sont prêtes? Ben là, dans le fond, on vient de terminer la cueillette des Sunrise et des Polarènes. On est en plein début des cueillettes de Ginger Gold. Il y a la Lobo qui s'en vient sous peu dans quelques jours. Après ça, on va passer à Macintosh, à la Spartan, à la Royal Gala, à la Eclipse, à l'Empire, à la Cortland, à Il y a tellement de l'Ambrosia. sortes de pommes, c'est difficile de se repérer dans tout ça, là. Il y a combien de types de pommes qu'on cueille en Montérégie? Ben, la particularité du Québec, dans le fond, on fait des pommes qui sont souvent bicolores, fait qu'il y a un côté rouge, un côté vert. Il y en a très peu là, qui sont pas de ce type-là. Euh, c'est sûr que chaque pomme a sa caractéristique au niveau de la fermeté, au niveau du taux de sucre, au niveau du croquant qu'elle va avoir, niveau de jus qu'elle a, est-ce que c'est pour manger, est-ce que c'est pour transformer?
c'est sûr que pour aller chercher le maximum, c'est pour ça qu'on demande, on suit les conseils de si vous allez les chercher en verger, là, conseil des producteurs vers quelle variété pour diriger pour pas vous retrouver avec une pomme qui est pas assez sucrée pour faire des tartes, puis vous allez être déçus, tu sais. Fait que c'est vraiment de suivre les instructions qui vont vous être le plus payant. C'est possible d'avoir différentes variétés lors de même cueillette, tu sais, pour si on veut, par exemple, faire quelques tartes, mais on veut en manger aussi quelques-unes? Ben, ça serait une bonne façon d'apprendre à identifier les pommes. Si vous mettez plusieurs sortes de pommes dans le même sac, chaque pomme va avoir des caractéristiques différentes, là, soit au niveau de la forme, de la grosseur, de la couleur. Il peut y avoir des petites taches, là, des petites taches blanches sur le rouge de certaines, sur d'autres, c'est vraiment un côté rouge. C'est vraiment de développer votre sens de l'observation qui va être capable de différencier des pommes dans le sac, là. À la Oui. limite, un Vous petit qui crayon feutre avec la variété décrite sur chaque pomme, ça peut le faire aussi. Faut faire attention de nettoyer avant de manger aussi. Euh, Vous qui êtes producteur de pommes, là, à chaque année, vous le voyez, là, comment sont les gens dans les vergers quand ils vont cueillir les pommes, là? C'est quoi que ça apporte aux familles de se déplacer au verger puis de passer cette activité-là? Ben, c'est un peu, ça fait partie de notre culture sociale, comme le temps des sucres l'est au printemps. Le temps des pommes, souvent, c'est le temps d'aller voir ce qui se passe chez les producteurs. C'est un produit qu'on est fier de faire. Ça nous permet d'être en contact avec la nature, avec les producteurs. Tu sais, c'est vraiment de se rapprocher de ce qu'on va manger le reste de l'année aussi. Parce qu'à l'automne, les gens vont aller en chercher dans les vergers, mais le reste de l'année, là, ben, souvent, ils vont se en procurer plus dans les grands marchés d'alimentation. Mais c'est vraiment le contact là, avec la production. Vous avez la chance de voir là, vraiment tous les efforts qui sont mis pour être capable de vous amener des produits de qualité à terme là, dans vos boîtes à lunch. Avez-vous des petites règles là, à nous donner rapidement, par exemple, comment cueillir, pas briser l'arbre ou à quoi faire attention là, quand on va au verger, là? C'est sûr que souvent, les gens qui sortent pas souvent sont très, très excités, là. Fait que des fois, ils ont des jeunes enfants, ça court partout un peu. Pour nous-mêmes, des fois, ça en est étourdissant. Mais c'est vraiment c'est le respect des lieux, mais la principale chose qu'on va faire, souvent les gens vont penser que cueillir une pomme, on va la tourner, alors que c'est vraiment pas du tout ça. À toutes les fois qu'on y touche, on risque de faire des marques de doigts dessus. Euh, on conseille de la lever là, par la mouche et le pédoncule, puis juste venir la lever vers en haut puis la casser. Puis c'est vraiment délicat une pomme. Ça a souvent une pression avant d'être capable de la briser, là, 15, 16, 17 livres. Fait que si on met une pression plus grande que ça, on va meurtrir le fruit nous-mêmes. Sébastien Morissette, je rappelle, vous êtes vice-président des producteurs de pommes du Québec. Je vous souhaite une belle saison. C'est excitant d'aller au COM. J'espère que les gens à la maison pourront sentir votre enthousiasme et surtout aller participer à l'économie locale pour encourager les producteurs. Toutes les informations se retrouvent sur le site lapommeduquebec.ca. Une bonne journée. Monsieur Arboros, on est aujourd'hui à Autoburn Park, sur le terrain de la Légion. Quel est l'événement? C'est le 80e anniversaire de la Légion. Ça fait plusieurs années qu'elle est en marche, depuis 45. Alors, ça fait 80, ça passe vite. Ça passe très vite, puis on voit que vous avez organisé un bel événement. Qu'est-ce qu'il y a pour les gens aujourd'hui sur le terrain? Bien, c'est le fun, on invite les enfants à jouer avec les jeux qui sont ici. Il y a des hamburgers. On avait ce matin à midi, disons, une parade qui s'est déroulée avec plusieurs véhicules, des anciens véhicules militaires. On avait la musique de GRC. Et puis, on a simulé quelque chose de tir de canon, mais ça s'est bien passé. Alors, on a eu plusieurs personnes. Et vous avez eu la collaboration de la municipalité pour même fermer les rues autour. Oh, absolument. On leur demande toujours de nous aider. Et puis, ils sont très réceptifs, très accueillants pour ça aussi. Et la Légion, comme telle, elle a une mission bien particulière, mais sa mission, elle a évolué au fil du temps. Oui, la mission première de la Légion, c'est de s'occuper des vétérans. Alors, il y a des vétérans qui ont des problèmes d'une façon ou d'une autre. On essaie de les aider le mieux possible. D'ailleurs, je suis un officier d'entraide, comme ça qu'on les appelle. Alors, quelqu'un nous appelle, on essaie de l'aider le mieux possible. Et vous
Vous êtes bien entouré avec des membres d'exécutif et aussi la base de Saint-Jean. Oui, le conseil exécutif est très fort cette fois-ci. On essaie de le garder fort comme ça. Et puis, on a eu une entente dernièrement avec le PSP, ou le soutien au personnel de Saint-Jean. On est en coopération avec eux. Ils viennent jouer au curling ici. Et puis, on a accès à une tente, comme ils ont prêté une tente pour ça. Et puis, accès à leurs facilités aussi. Parce que vous parlez curling, vous avez diversifié au fil du temps les événements et les activités offertes par la Légion. Le curling ici est quand même assez intéressant pour les gens de la municipalité. Oui, bien sûr. Ils sont toujours bienvenus de venir jouer. On cherche de nouveaux joueurs, bien sûr. Des fois, il y a des interligues aussi avec d'autres clubs de curling dans la région. Et puis, on essaie de soutenir ça. C'est une activité très intéressante. Le monde dit, c'est peut-être pas très intéressant, mais il faut vraiment penser aux joueurs au curling. Et on peut aussi penser à même les non-vétérans, les familles, les enfants sont bienvenus. Vous avez plusieurs choix. Oui, bien sûr, ça commence avec les vétérans et leurs familles. Et ensuite, le manque de membership, on essaie d'avoir des personnes qui ne sont pas des vétérans ou des personnes militaires, parce qu'on a besoin de volontaires pour nous aider à accomplir notre mission, qui est pour les vétérans et aussi pour la communauté. Donc, vous essayez de créer un réseau de communauté dans la communauté pour toujours supporter les vétérans. Et vous avez aussi une campagne de financement, en fait, quelques campagnes de financement durant l'année, mais prochainement, il y en a une qui doit commencer. Oui, c'est celle de la campagne du Coquelicot, dont je suis le président cette année. Alors, on essaie de ramasser de l'argent en donnant des coquelicots et en acceptant des dons de la part de la population. Et toutes les informations sont sur votre site Internet? Oui, bien sûr, bien sûr. Sur le site Internet, c'est très facile à trouver. Légion royale canadienne, Eau-Claire 121. Et en terminant, vous avez un dernier événement à venir le 21 septembre prochain. Oui, c'est une course à pied pour ramasser des fonds en coopération avec la Légion. Et puis, c'est pour nous aider à promouvoir ce qu'on fait comme activité. En partenariat avec True Patriot Club, vous allez défiler, vous allez marcher dans les rues ici à Ottoburn Park le 21 septembre prochain. Et en terminant, est-ce que vous avez un mot à la population pour les inviter à venir vous rejoindre? Bien, on est une famille, on fait partie de votre famille. Venez nous voir. On a des activités pour les enfants. Il y a la parade du Père Noël à laquelle on participe. Et puis aussi, on a une partie de Noël pour les enfants en décembre. Merci beaucoup, M. Arborous. Merci beaucoup à vous aussi. On est en studio aujourd'hui avec M. Lepron, conseiller municipal à Ville-Saint-Basile-le-Grand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour un lancement de livre assez particulier. Qu'en est-il? Donc, c'est un livre qui s'appelle Courage, l'engagement politique municipal à l'ère des transitions. C'est un recueil de textes qui a été écrit par une douzaine d'élus municipaux à l'échelle de la province sur différentes thématiques qui touchent la vie de tous les jours des élus municipaux. On sait que depuis 4 années, il y a eu énormément d'élus qui ont démissionné de leur position, 800 élus sur 8000. Donc, on souhaitait, à l'aube des élections municipales qui s'en viennent, de donner courage, si on veut, à des gens qui sont déjà là de se représenter, mais également à des nouveaux citoyens qui souhaiteraient se présenter comme conseiller municipal ou à la mairie de leur ville respective. À titre d'exemple, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre-là? Est-ce qu'on peut qualifier le livre un peu comme un outil pour les futurs élus et ceux qui le sont déjà? Je vous dirais que oui, parce que écoutez, quand on a fait l'appel de textes, les textes qui nous sont revenus étaient d'une diversité incroyable, qui couvraient vraiment une panoplie d'enjeux à l'échelle municipale. De mon côté, mon texte, c'est sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Il y en a d'autres qui ont écrit sur la culture, qui ont écrit sur l'économie circulaire. On a des gens qui ont parlé d'expériences personnelles dans leur ville. Et des deux côtés de la médaille, on a des gens qui sont des élus qui sont au sein d'un conseil municipal majoritaire. Il y en a d'autres qui sont dans l'opposition, qui ont voulu partager leur expérience également. Oui, parce qu'il faut dire que la vie municipale a beaucoup changé dans les dernières décennies. On n'est plus en 1980 ou même au début 2000 qu'on penserait que ça serait sensiblement pareil. Donc, l'idée était vraiment d'outiller les élus, mais
comment vous avez fait pour aller rejoindre autant de partenaires, de collaborateurs? Donc, l'initiative en soi vient de ce qu'on appelle le caucus écologiste municipal. C'est une initiative qui est née de la dernière élection. Il y avait un mouvement écologiste que vous avez probablement entendu parler, où est-ce qu'il y a des élus à l'échelle de la province qui voulaient se présenter sur des bases de développement social, économique et environnemental. Et à la suite de l'élection, qui a somme toute été une élection, je vous partageais que le taux de participation était relativement bas et tout. On sentait un désintérêt, comme je vous disais, beaucoup de gens qui ont démissionné dans les 4 dernières années. Donc, on sentait que c'était important de venir un peu relancer ce mouvement-là par cet ouvrage-là et essentiellement de venir aider des élus existants à venir présenter leur expérience pour aller encourager d'autres élus à venir se présenter. Mais donc, le caucus écologiste municipal, c'est un groupe d'élus à l'échelle de la province qui a été créé il y a environ 2 ou 3 ans. Et c'est une des premières initiatives formelles qu'on a. On se rencontre fréquemment, on fait des échanges ou des communautés de pratique, qu'on dit, sur différents sujets liés à l'environnement. Et une des idées qui est ressortie, c'est qu'on devrait aller de l'avant avec un recueil de textes pour venir mettre sur papier toutes les idées qu'on s'est échangées. Et vous n'avez pas eu de difficulté à avoir une réponse positive de ces gens-là qui ont participé au livre? Non, absolument pas. Il y a tellement de gens qui voulaient partager leurs idées. Et comme je vous ai dit, la crainte qu'on avait, c'était que des gens arrivent puis veulent tous parler de la même chose, mais on s'est retrouvé avec une diversité de textes qui est incroyable. Expliquez-nous un peu aussi comment l'idée elle a commencé au tout début et pour en finir avec une préface de Mme Harel, quand même, l'ex-ministre des Affaires municipales. Donc, comme toute bonne chose, ça a commencé autour d'un 5 à 7. Puis c'est M. Michael Saint-Pierre, qui était le coordonnateur du projet, en parle en conclusion du recueil, mais c'était dans le cadre des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se déroulaient à Montréal. Donc, c'était en mai 2024, donc déjà plus qu'un an. On dialoguait, on échangeait entre élus et il y a un des membres du caucus qui nous a partagé l'idée qu'il voulait écrire un livre. Puis on s'est dit, bien, pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas tout le monde ensemble pour écrire un recueil un peu plus varié? Et donc, par la suite, on a fait l'appel de texte. Une des étapes importantes, ça a été d'essayer d'identifier qui pourrait venir présenter l'ouvrage, qui pourrait venir écrire la préface. On a jonglé plusieurs noms d'élus municipaux, élus actuels ou passés. Et lorsque le nom de Mme Harel a été suggéré, je pense que la salle s'est illuminée, puis on a dit c'est exactement le reflet du recueil. Et je pense qu'elle-même a apprécié sa lecture. Et par la suite, vous avez aussi, par rapport à ce lancement de livre-là, quelques dates à annoncer aux gens. Tout à fait. Il y a déjà eu le premier lancement à Montréal le jeudi 4 septembre, Sherbrooke le 5 septembre, et je serai à Gatineau le jeudi 11 septembre prochain, puis le dernier lancement aura lieu à Québec le 12 septembre prochain. Donc, les gens, à partir du 4 septembre, peuvent se procurer le livre ou il faut attendre? C'était déjà disponible à partir du 3 septembre. OK. Donc, présentement, les gens peuvent aller vérifier en librairie ou autre pour se procurer. Exact. Puis j'ai même reçu un message de l'éditeur aujourd'hui qui nous disait que la réponse a tellement été bonne des libraires qui vont déjà dans une deuxième impression. Donc, la réponse jusqu'à présent, je pense que, comme je disais, le timing est excellent avec les élections municipales qui s'en viennent. Donc, la réponse est excellente. Parce que les gens avaient hâte de voir de l'information sur la vie municipale. On n'en trouve pas à tous les jours des livres comme ça qui donnent autant d'informations sur la vie municipale. Donc, on invite les gens à aller se le procurer. Est-ce qu'il sera disponible aussi électroniquement? Tout à fait. Si vous regardez en ligne, il y a plusieurs des plateformes électroniques qui font la vente du livre en version Kobo, etc. En terminant, comment vous décriveriez le livre pour rejoindre le plus grand nombre de personnes? Je dirais qu'il faut regarder le titre à la base. Quand on parlait de courage, qui était la thématique, en fait, Mme Harel a amené cette idée-là. C'est courage d'un point de vue des élus qui sont actuellement en poste, d'avoir le courage de poursuivre leur démarche. On parlait des gens souvent qui nous approchent et disent ça doit être difficile d'être élu, qui essayent de nous encourager, mais on souhaite également encourager une nouvelle génération d'élus, de gens à avoir le courage de se présenter sur la scène municipale, qui est la scène, qui est le gouvernement le plus proche des gens, ultimement. Donc, on souhaite que c'est ce que ce livre-là va accomplir. Bien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour cette entrevue en studio. Merci beaucoup. Le gouvernement du Québec met finalement fin au projet d'usine à batterie Nordvolt qui devait voir le jour à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, a confirmé que l'entreprise n'avait pas présenté de plan satisfaisant
pour protéger les intérêts des Québécois. Québec met donc fin au financement et compte récupérer le maximum de son investissement. Au total, 510 millions de dollars avaient été engagés par Québec, un prêt garanti de 240 millions pour l'achat du terrain et 270 millions investis directement dans la maison mère en Suède. Cette dernière somme est considérée comme perdue. Une analyse est maintenant en cours pour déterminer comment utiliser autrement les 352 mégawatts d'énergie qui étaient réservés au projet, que ce soit sur le terrain ou ailleurs au Québec. Annoncée en grande pompe en septembre 2023, la giga-usine Nordvolt représentait alors un investissement record de 7 milliards de dollars. Mais le projet a rapidement soulevé une forte contestation, notamment en raison de la destruction de milieux humides, de la coupe d'arbres et de l'absence d'un examen par le BAP. Les travaux préparatoires avaient commencé en 2024, mais en mars dernier, la maison mère en Suède s'est placée en faillite, scellant le sort du projet. La ministre Fréchette assure toutefois que la filière batterie au Québec veut être dynamique dans le futur, avec des milliers d'emplois en développement ailleurs, notamment à Bécancour. À Belleuil, les tondeuses sont de retour dans les parcs. La Ville a amorcé l'été dernier un projet de gestion différenciée qui consiste à laisser pousser le gazon et les herbes dans certaines zones afin de favoriser la biodiversité. Mais après plusieurs semaines, le mécontentement exprimé par la population, l'administration municipale a décidé de suspendre complètement la mesure jusqu'à la fin de la saison. Belleuil précise que cette décision est temporaire. Elle veut prendre le temps d'analyser plus en profondeur les préoccupations soulevées par les citoyens et de s'inspirer des expériences d'autres villes qui ont adopté ce type d'entretien écologique. Malgré ce recul, la Ville affirme demeurer engagée envers la biodiversité et le développement durable. Elle rappelle que son plan directeur des parcs et espaces verts, présentement en préparation, pourrait orienter différemment sa façon d'appliquer la gestion différenciée dans l'avenir. Toujours du côté de Belleuil, le projet La Casa, destiné à accueillir jusqu'à 8 adultes autistes semi-autonomes, franchit une nouvelle étape. Le conseil municipal a voté à l'unanimité une résolution autorisant l'agrandissement et le nouvel usage du bâtiment situé au 300 rue Pigeon. La conseillère Julie Lavoie a rappelé qu'il s'agit d'un lieu sécurisant pour des personnes à besoins particuliers et que le projet ne représente aucun danger pour le voisinage. Elle a toutefois reconnu que la réalisation pourrait encore prendre quelques années, le temps d'obtenir le financement nécessaire. Mais le dossier n'est pas encore bouclé. Assez de résidents dans la zone H161 où doit s'implanter la Casa ont signé pour forcer la tenue d'un registre référendaire. 7 autres zones pouvaient faire la même démarche, mais aucune n'a atteint le seuil requis. La greffière de la Ville, Maître Marilyn Tremblay, a confirmé que ce registre aura lieu le 16 septembre prochain. Le nombre exact de signatures nécessaires pourrait être précisé par Élections Québec. Un avis public viendra confirmer les détails au cours des prochaines semaines. Voilà, c'est le tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On accueille maintenant en studio Lynne-Marie Mathieu, qui est bénévole pour la marche Terry Fox. Bonjour, Madame Mathieu. Bonjour. Qui est Terry Fox? C'est un peu moins connu ici du côté français, mais du côté Canada-anglais, c'est un personnage bien connu. Oui, en effet. Dans le fond, c'est un jeune homme qui est natif de Vancouver. Puis à l'âge de 18 ans, il a été diagnostiqué avec un cancer. Un océosarcome. Et puis, quand il s'est rendu à l'hôpital, il a remarqué qu'il n'y avait pas assez de recherche sur le cancer. Et puis, quand il a fini ses traitements, il a décidé qu'il était pour courir à travers le Canada pour faire une levée de fonds en demandant aux gens de donner 1 $ par Canadien. OK. Puis, c'était un jeune homme quand il a décidé de faire ça. Là. Ça prend du courage, ça prend de la détermination, j'imagine? En effet. Ce qu'on ne sait pas de Terry, c'est que dans le fond, il a fait sa course avant d'arrêter après 143 jours parce que le cancer est revenu dans ses poumons. Il avait fait 5 373 km. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'année avant de commencer son parcours, il avait fait au-delà de 5 000 km. Comment, de quelle manière vous êtes impliqué, vous, avec la Fondation Terry Fox? Dans le fond, j'étais choyée parce que j'étais à l'école en anglais.
Et puis, nous, dans notre curriculum de jeunesse, on apprenait un peu sur Terry Fox, son parcours, dans le fond, son courage, ses valeurs fondamentales de détermination, ne jamais abandonner. Et puis, mes enfants sont allés à l'école en anglais. Et puis, l'événement se tenait dans les écoles. Et puis, j'ai comme beaucoup continué au niveau bénévolat. Et puis, en 2017, je me suis jointe à la Fondation comme employée. Je me promenais dans les écoles et puis je faisais la promotion de l'histoire de Terry. Puis là, vous avez été amené à rencontrer la famille directement. En effet, pendant 1 an et demi, j'ai pu travailler avec Fred Fox, qui est le frère aîné, ainsi que les nièces Jessie et Kirsten. Ça m'a vraiment donné une opportunité de savoir en profondeur qui était Terry, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dévoué son temps et énergie dans cette cause-là. C'est pourquoi? Dans le fond, à l'hôpital, il a remarqué qu'il n'y avait pas assez de recherche. Et puis, il s'est dit, je vais courir à travers le Canada, je vais demander $1 par Canadien pour pouvoir aider dans la cause, pour vraiment savoir qu'est-ce qu'était la maladie. C'était pas très connu à l'époque. Vous avez côtoyé la famille, vous parlez de détermination, de valeurs. Est-ce que ces valeurs-là étaient palpables quand on était en compagnie de la famille? Ah oui, en effet. Ça vient d'où, ça, ces caractéristiques-là, vous pensez? Ah, je ne sais pas, mais j'ai vraiment travaillé quand même avec Fred, puis on faisait les écoles. Il y avait beaucoup de présentations. Il partageait des photos inédites de la famille. Et puis, il parlait vraiment du dévouement de son frère, l'importance de démontrer que tout est possible. Dans le fond, c'est un de ses slogans. Tout est possible si on l'essaye. Parce que Terry Fox, pendant sa course, est finalement décédé. Dans le fond, il a dû arrêter sa course le 1er septembre 1980. Le cancer était revenu. Et puis, le lendemain, on a promis, tous les gens se sont rassemblés puis ont promis qu'ils étaient pour continuer, dans le fond, tous ces efforts. Ça fait 45 ans. Le nouveau T-shirt que je porte pour le 45e anniversaire, c'est « Terminons-le ». D'où terminer la course. Puis là, il y a la marche qui va se tenir le 14 septembre au parc Victor-Brion à Belleuil. Mais c'est pas seulement au Canada, là. C'est quelqu'un qui a marqué le monde. Dans combien de pays est-ce qu'on fait la marche Terry Fox? Dans le fond, il y a 33 pays à l'international qui auront la marche le 14 en même temps. Et puis, c'est ça, ça a vraiment évolué au travers le monde. Les gens sont plus en connaissance avec l'histoire de Terry, surtout avec l'implication de Adidas au niveau de ramener les chaussures iconiques de Terry qu'il a portées. Parlez-nous de vos chaussures Orion. C'est ça, dans le fond, Terry, en 1979, a fait l'appel à plusieurs donateurs, dont Adidas. Et puis, Adidas a fait un don de 24 paires de chaussures. Et pendant son parcours à travers le Canada, qui a arrêté, dans le fond, à Thunder Bay, il a utilisé 9 paires sur le côté, 9 chaussures sur le côté gauche et puis une sur la prothèse du côté droit. Vous êtes une collectionneuse. Oui, dans le fond. Comme vous avez montré, j'ai le dollar qui a sorti en 2005 pour, dans le fond, démontrer que Terry demandait $1 par Canadien. J'ai très hâte parce qu'en 2027, on va avoir le 5 $. Terry a été choisi pour être à l'effigie, dans le fond, du nouveau 5 $. Donc, à partir de ce moment-là, tous les 5 $, il y auront la photo de Terry Fox dessus. En effet. Ça démontre à quel point c'est un personnage plus important pour le Canada, là. Oui, en effet. Puis j'ai les timbres, j'ai les livres, j'ai à peu près 30 T-shirts que vous pouvez venir voir. Dans le fond, à l'événement, seront toutes en vue pour que les gens voient l'évolution, dans le fond, du début à la fin, de les photos de Terry, les slogans, tout ce qui a rapport avec l'évolution de la course. Vous avez été touchée personnellement par ça, vous êtes devenue une collectionneuse. Lorsque vous partagez là, vos collections avec les gens, c'est quoi les réactions que vous recevez? Je pense que quand j'ai travaillé pour la Fondation, je suis venue un peu spécialiste de Terry parce que c'est sûr que je racontais son histoire, je racontais des anecdotes qu'on ne peut pas nécessairement trouver sur l'Internet.
Puis je sais pas, j'étais vraiment passionnée parce que vraiment... Comme une anecdote, par exemple? Oui, bien, il y avait, il y a quelques années, le slogan, c'est « I'm not a quitter », ce qui est On n'abandonne pas ». Puis ça vient me chercher au niveau, oui, quand que j'ai un problème ou quoi que ce soit, je dis, bon, si Terry est capable de le faire, moi aussi. Par exemple, vous faites de la course. Oui, quand je fais de la course, c'est sûr que quand on veut abandonner, on se dit, OK, bien, on est capable, puis on se donne la motivation. Il y a une histoire, vous avez vu un chien, puis ça vous a... Ah oui, c'est ça. C'est quoi? À un moment donné, je faisais un 5 km il y a quelques années, puis je voulais arrêter, puis il y a un petit poodle qui est passé avec 3 jambes. Et puis je me suis dit, wow, si lui est capable, moi aussi, je vais continuer. Mais aussi, j'ai eu un gros impact au niveau du cancer. J'ai perdu des gens. Il y a des gens qui sont en rémission. Fait que c'est important pour moi de continuer la cause. Personnellement, oui, je suis très emballée avec l'histoire de Terry. Ça vient me chercher au niveau des valeurs fondamentales qui me ressemblent. Mais c'est aussi de continuer la recherche pour pouvoir trouver un remède éventuellement. Ça a été, la marche Terry Fox a été implantée à Belleuil. Vous vouliez en parler, M. Roger Castonguay. Oui. Dans le fond, Roger Castonguay, je l'ai connu dans ma jeunesse à l'hockey, au niveau de l'hockey mineur à Belleuil. Et puis lui, il a ramené la course il y a peut-être plus de 20 ans à Belleuil. Et puis je me souviens, on m'a dit à l'époque qu'il y avait peut-être 10 participants. Maintenant, on est rendu à peu près à 300. Et puis malheureusement, il nous a quittés à l'été, mais on est très reconnaissants. Parce que sans lui, l'événement ne serait pas aussi populaire et comme il est aujourd'hui. Donc, on rappelle le 14 septembre prochain au parc Victor-Brillon. Le sentier mauve, 5 km, donc pas de chrono. On est là pour amasser des fonds. Toute l'information sur le site fondationterryfox.ca. Madame Mathieu, merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci de partager ces souvenirs-là, puis de toucher les gens, puis de contribuer aussi à la recherche. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, M. Godin. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous amène ici à Saint-Charles-sur-Richelieu? Oh là là, ce qui m'emmène ici, c'est la passion parce que, bon, il y a 40 ans, j'ai acheté mon premier kart. Je l'avais acheté en cachette parce que mon père ne voulait pas. Et quelques mois avant, j'avais eu un accident de voiture parce que à l'époque, j'étais assoiffé de vitesse. Et avec un ami, par la suite, on est venu ici à Saint-Hilaire, à SH Karting, et j'ai vu qu'il y avait des karts à vendre. Et là, j'en voulais un. Et c'est ça qui a démarré vraiment ma passion, ma carrière aussi, parce que c'est ici qu'on se fait des amis, qu'on apprend dans l'adversité, parce que les compétiteurs sont quand même bien préparés, sont performants. Et là, bien, naturellement, 40 ans plus tard, Simon Robin de SH Karting m'a offert, il me dit, Bertrand, est-ce que ça te dirait de courir au championnat canadien? Ça a lieu ici, à SH Karting. Et j'ai dit, je ne pouvais pas refuser l'invitation. Pour moi, c'est une belle séance d'humilité de revenir avec des jeunes qui sont encore mieux préparés. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de capteur. On avait juste nos 2 fesses, notre bouche pour sortir les données et ressentir les choses. Là, aujourd'hui, il y a des capteurs partout sur le kart. Les équipes sont préparées comme des équipes de Formule 1. Les coachs donnent des indications non seulement sur la technique, mais aussi beaucoup sur la gestion des facteurs humains. Pour moi, bien, d'être dans cette grande famille-là du sport automobile qui est la base et qui est tellement compétitif parce que c'est comme si tout le monde avait des McLaren. Ça se bat au millième de seconde et je suis ravi. Parce qu'on entend souvent parler de karting avec les jeunes adolescents ou les enfants. Ici, à Saint-Hilaire, c'est offert maintenant à l'année. Mais c'est surtout un loisir, un passe-temps que les jeunes font. Mais il y en a qui vont vraiment poursuivre une carrière dans ce domaine-là. Vous, ça vous a amené à la course automobile, mais vous avez quand même dans l'œil une passion pour le karting. Ah bien, tout à fait. C'est là que tout a commencé. Et les sensations dans un kart sont telles que tout arrive tellement plus vite, même qu'en sport automobile. Même, il y a des pilotes de Formule 1 qui vont dire que faire du karting, c'est beaucoup plus difficile même que de faire de la Formule 1. Donc, quand on regarde le championnat canadien, quand on regarde toute la structure que Simon Robin et toute son équipe, parce que l'équipe est vraiment rodée au quart de tour pour offrir aux gens qui veulent essayer du karting autant de location, corporatif. Il a
il a continué ce que Clément Durier avait parti à l'époque, là. Donc, et on le voit, là, le circuit est magnifique avec le Mont-Saint-Hilaire et son chapeau, comme j'ai vu hier, là, il y avait une belle couche nuageuse sur le dessus du Mont-Saint-Hilaire. C'est vraiment un endroit magique. Et on dirait que toute la population s'est mobilisée. Personnellement, j'ai dû stationner très loin pour me rendre jusqu'ici. Donc, il y a quand même un engouement encore pour le karting. Est-ce que c'est de plus en plus fort les dernières années? Ah oui, le karting a vraiment s'est développé à une vitesse incroyable. Autant au niveau de la technologie, autant au niveau de la popularité. Les jeunes rêvent. Et qu'est-ce qui est le plus beau du rêve, c'est de faire des pas pour essayer de transformer le rêve en moments inoubliables. Et ça, des moments inoubliables, il y en a énormément ici. Je regarde les compétiteurs, je regarde la confrérie qu'ils ont. Ça aussi, ça a beaucoup évolué par rapport à notre époque. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes enfants qui sont venus encourager. Vous dites que pour se rendre ici, quand même, il y a plusieurs étapes. C'est pas n'importe quel jeune qui fait du karting qui peut dire « Ah, je m'en vais au Canadian Open à Saint-Charles-sur-Richelieu ». Non, tout à fait. Il y a quand même des étapes à franchir. Comme ici, SH Karting, ceux qui veulent commencer à faire de la compétition vont venir faire un cours de pilotage. Ils vont obtenir une licence. Tout ça pour bien encadrer les jeunes au niveau sécurité. Et à ce moment-là, il y a des courses d'organiser. Donc, ils ne sont pas obligés nécessairement de s'acheter un kart. Ils peuvent venir en louer un de compétition et faire des compétitions de groupe. Et ils en ressortent par la suite l'idée peut-être de s'acheter un kart ou peut-être de faire une saison. On ne peut pas dire dans une catégorie professionnelle parce que ces gens-là ne sont pas payés pour, mais l'approche, elle est professionnelle. Vous parliez de l'organisation ici sur le terrain. Les personnes qui sont intéressées à faire des compétitions, parfois, ils peuvent aussi être intéressés par l'équipe autour du coureur automobile. Ben oui, parce qu'ici, il n'y a pas juste des pilotes. Je regarde, là, il y a des mécaniciens. Puis c'est vraiment là qu'ils apprennent le métier, qu'ils apprennent la discipline, la rigueur. Et en plus de ça, combien moi, j'en ai vu, là, des mécaniciens de karting qui ont fait exactement comme des pilotes, qui ont évolué dans diverses séries. Et aujourd'hui, ils sont en Formule 1. Donc, ça prend toute une équipe pour réussir à accomplir ce qu'on voit aujourd'hui. Comment ça se passe pour l'instant, la compétition? Est-ce que c'est ce que vous vous attendiez dans les finalistes et tout? Bien, malgré toute mon expérience, j'ai 40 ans d'expérience, j'ai dit que je venais faire une séance d'humilité. Parce que malgré le fait que j'ai beaucoup d'expérience, il faut savoir que ça se conduit pas tout à fait comme une voiture de course. Donc, je me sens comme un pianiste qui joue de la trompette. Donc, je dois apprendre l'instrument, malgré le fait que je connais très bien la musique, là. Donc, les jeunes sont bons, sont doués et ils ont évolué beaucoup plus rapidement qu'à notre époque. Donc, ils deviennent bons jeunes, justement grâce à l'encadrement, grâce aussi au capteur qu'il y a sur les bolides de course, qui permet d'avoir des graphiques et de savoir qu'est-ce qu'on fait vraiment donc, sur la piste. Donc, on est capable, à ce niveau-là, de pouvoir modifier le pilotage, peaufiner le pilotage et faire en sorte de devenir très compétitif. Et c'est la raison pour laquelle ça se bat au millième de seconde. Et en terminant, quel message vous donneriez à un enfant ou un adolescent qui est en train d'apprendre à conduire présentement? Ce serait quoi que vous donneriez comme un message d'espoir un peu pour ces jeunes-là qui ont un peu des craintes parfois? Bien, écoutez, les routes ne sont pas des pistes de course. Donc, venez faire du karting si vous voulez. Vous allez apprendre plein de choses qu'on n'apprend pas nécessairement dans les cours de conduite, qui sont tous les éléments dynamiques. Donc, la conduite, c'est un mécanisme où 40 % c'est les connaissances directement liées au sens de l'observation. Donc, à ce moment-là, vous allez le développer. L'autre 40 % c'est les facteurs humains. Donc, il y a énormément de gestion. On n'est pas rapide parce qu'on devient agressif. On vient rapide parce qu'on maîtrise le bolide, l'environnement
et on se maîtrise soi-même. Et ça, c'est le plus important. Et bien entendu, il y a de la technique là-dedans, mais c'est le mécanisme. Donc, profitez-en parce que les rêves sont faits pour être vécus. Et puis, chaque petit pas vous permet de vous rapprocher de votre rêve. Et surtout, vous avez beaucoup de plaisir à pouvoir faire ce voyage du rêve à la réalité. Bien, merci, M. Godin. On vous laisse retourner à la finale de Canadian Open. Merci pour cette entrevue. Je vous en prie. On est avec M. Pelletier à SH Karting. Vous êtes le directeur de l'Académie pour la formation de pilotage. Qu'est-ce que c'est tout d'abord cette formation que vous offrez? Parce que vous avez un bel événement cette fin de semaine qui est en lien aussi. La formation, elle peut partir vraiment de l'étape 1, qui est simplement un intérêt dans le monde du karting et qu'on ait 4 ans ou 90 ans. Si on a envie d'aller chercher un petit peu plus dans notre passion, on peut commencer avec les cours qu'on donne individuels. Ça, c'est vraiment le cœur, le centre de toute cette école. Puis à travers ça, on forme des pilotes qui éventuellement sont au sein de l'équipe de course. Puis là, on dirait qu'on peut dire qu'on tombe plus dans un mode vraiment école de la vie avec toutes sortes d'événements qui vont influencer un week-end de course pour un pilote. On essaie de les gérer, de les épauler à travers tout ça. Ce week-end, qui est le championnat canadien, Canadian Open, qui est un très gros événement. Vous allez avoir les meilleurs pilotes au Canada présents. Il y a énormément d'actions aussi, des hauts, des bas. Mais somme toute, je suis quand même assez impressionné par le nombre de spectateurs. J'ai l'impression que notre combat à aller chercher un petit peu plus d'attention avec le monde du karting commence à porter fruit. Oui, parce que vous êtes réputé dans la région depuis plusieurs années. Tous les jeunes ont essayé SH Karting une fois ou un autre parce que vous avez aussi des karts adaptés pour plusieurs âges, dont des karts avec parents-enfants. Et tout ça peut mener à une carrière littéralement dans le monde du karting. Avoir une carrière, c'est tout le temps un peu un coup de dé, mais effectivement, on a essayé de mettre en position tout ce qui pouvait toucher et relier au karting avec les karts doubles à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à kart de compétition avec des machines à 6 vitesses qui atteignent des pointes de 140 km/h. Donc, c'est un très, très large, mais toujours avec le même mojo principal, c'est passion du karting, des courses. Et comment vous avez fait pour attirer autant de compétitions ici à Saint-Charles-sur-Richelieu, qui n'est quand même pas une grosse municipalité, mais on le voit dehors, il y a beaucoup d'achalandage. C'est sûr que, surtout que les habitués, quand ils arrivent sur le site, on n'a plus de stationnement sur place. On reçoit des équipes d'à travers le Canada au grand complet. Puis le karting de nos jours, c'est vraiment plus ce que c'était. C'est très, très gros. Il y a des grosses équipes avec des gros budgets qui voyagent à travers les États-Unis, le Canada au grand complet. Donc, ils sont tous donnés comme point de rendez-vous parce que c'est le championnat aussi qu'on appelle RMC, le Rotax Max Challenge. Et aujourd'hui, il y a certaines catégories, le gagnant vont recevoir un ticket pour aller participer à une compétition mondiale. Donc, c'est sûr que ça amène beaucoup. Puis le fait aussi que SH Karting, ça fait 50 ans qu'on existe. Bonne nouvelle, on a une bonne réputation. Donc, les gens ont toujours hâte de venir nous voir. Ils savent qu'ils vont arriver dans un univers de passionnés, finalement. Et vous vous gardez actif aussi. Depuis quelques années, vous êtes ouvert même l'hiver, il faut le mentionner. J'ai une question en 2 volets. Comment vous avez fait pour organiser une compétition comme ça? Est-ce que ça prend beaucoup de temps d'avance? Et est-ce que la municipalité a quand même participé à ça? La ville n'a pas de lien avec tout ça. Ça fait quand même longtemps qu'on fait des courses, qu'on est dans le domaine. On a aussi le support d'une bonne équipe qui a de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, énormément de préparation, beaucoup de petits détails que probablement vous ne verrez pas aujourd'hui. Mais pour nous, moi, incluant toute personne qui travaille SH, c'est une fierté qu'on essaie d'aller chercher dans tout ça. On est fiers de dire qu'on travaille à SH, on est fiers de dire hey, ce week-end, on a organisé l'événement du Canadian Open, puis on est fiers de pouvoir dire que ça fait 50 ans qu'on continue avec cette mentalité. Et la fierté aussi pour les retombées économiques de la ville. Il y a quand même un impact sur la municipalité. En terminant, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut s'impliquer dans les compétitions, que ce soit l'équipe derrière? Vous avez une belle équipe d'officiels aussi sur place. Le meilleur conseil, c'est surtout de commencer par l'étape 1 et pas nécessairement de voir d'entrée de jeu très, très grand. J'ai eu souvent des demandes pour des jeunes comme plus vieux, des demandes pour devenir pilote de Formule 1. Moi,
Ma mentalité, c'est on va redescendre un petit peu plus bas, puis on va se donner des objectifs court terme. Donc, si votre passion, c'est les courses, le karting, la première étape, c'est de venir au moins faire une session de location ici. Venez nous voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis après, nous, on va prendre le relais pour s'occuper du reste. Merci pour votre accueil aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez bien apprécié. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Communiquez avec nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Régional.